messieurs, dames. Pour ceux qui ne sont pas au courant, bienvenue à tous ceux qui nous regarderont sur YouTube, qui tomberont sur cette vidéo par hasard, ou peut-être parce que vous aimez Prison Break, évidemment, dédicace à Faflarage, J'ai pas le temps, et à l'album Rap Stories. Pour ceux qui ne sont pas au courant, et ceux qui le sont, parce que si vous êtes fan de Prison Break, très probablement vous êtes au courant de la date. Il se trouve que fin août, une certaine série, pas très connue, qui s'appelle Prison Break, a fêté ses 20 ans. En août 2005 sortait Prison Break. Un peu plus tard, je crois, chez nous, c'était évidemment les belles heures de M6 avec Prison Break, qui était, je crois, mercredi ou le jeudi. Tu avais Desperate Housewives qui devait être le jeudi ou le mardi. C'était selon. Tu avais la fameuse trilogie du samedi, le samedi soir, et tu avais les séries Stargate le vendredi. À l'époque, sur M6, on mangeait très très bien. Et il se trouve qu'en 2005, il n'y a pas. J'allais dire, il n'y a pas que Lost qui est sorti. Lost, je crois que c'était en 2024. Il faudra que Preach ou Roawin, s'ils sont encore dans le chat, me le redisent. Lost a fêté ses 20 ans en 2024 ou 2025, je ne sais plus exactement. Le temps passe à une vitesse. Mais en tout cas, c'était l'époque, hein, à 1 ou 2 années près, de séries hyper précurseurs, notamment Lost, hein, qui a fêté ses 20 ans il y a peu, et maintenant Prison Break, qui fête là aussi ses 20 ans. Prison Break, qui est cultissime pour beaucoup, hein, pour les gens de ma génération, même avant, et surtout aussi après. Il faut savoir que Prison Break, c'est une série qui a été énormément regardée, peut-être l'une des séries 2024, donc j'avais raison, ouais, c'est sorti un an avant pour Lost. Prison Break, ça a été une des séries les plus regardées par les jeunes, c'est-à-dire que les jeunes regardent Prison Break d'eux-mêmes aujourd'hui, la nouvelle génération. Hein, au collège, par exemple, il y a énormément de gamins qui regardent Prison Break, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je gère un club de cinéma dans un collège, et il y en a beaucoup qui m'ont parlé de Prison Break en disant qu'effectivement, c'était une série voilà, qui les avait marqués, alors que pourtant, c'est pas du tout de leur génération. Hein, ils sont nés presque 10 ans après, voire plus. Euh, c'est une série donc voilà hein, qui fête ses 20 ans, qui pour beaucoup a une première saison, vous me direz dans le chat, je pense qu'on est d'accord, légendaire. Voilà, la première saison de Prison Break est extraordinaire. Je pense que la première saison de Prison Break est à mettre dans le top 5 des meilleures premières saisons de séries de tous les temps. Essayez de me trouver des séries hormis Lost, effectivement, dont la première saison a été à ce point réussie en termes d'écriture, de réalisation, de scénario, etc., de mise en scène, d'idées originales, de créativité, mais aussi en termes d'impact vis-à-vis du spectateur et puis de raz-de-marée que ça a été pour le public. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de premières saisons qui ont été capables de faire ça. Même des séries comme Game of Thrones, par exemple, ou autres, hein, sont devenues exceptionnelles sur la durée. C'était déjà très bien, évidemment, au début, Breaking Bad aussi, mais la première saison de Prison Break, pour moi, c'était quand même iconique de fou. Euphoria, par exemple, je le mets pas à ce niveau-là. True Detective, oui, en termes qualitatifs, mais je le mets... Ah, True Detective quand même. True Detective quand même. Mais je le mets pas forcément au même niveau. Même Game of Thrones, je le mets pas forcément au même niveau parce que je pense à l'audience, je pense à l'aura, je pense à l'impact et puis à la qualité aussi, tout simplement. Où en fait, c'était une saison qui était grandiose du début à la fin. Alors vous me direz dans les commentaires YouTube, évidemment, si vous avez, évidemment, il doit y avoir au moins une dizaine de séries qui ont une saison imparfaite. Trop Détective, Euphoria en font partie. Mais je les mettrai pas au même niveau que Prison Break ou Lost. Pour le raz-de-marée que ça a été, Westworld a une première saison quasi parfaite, mais peut-être pas au même niveau. Euh, mais voilà, Prison Break, c'était assez remarquable. Alors Mads nous dit plus gros budget sur un épisode à l'époque. Faut savoir que qui avait ce statut-là avant, c'était Lost. Parce que le plus gros budget sur un épisode qui avait été alloué à une série avant, c'était pour le pilote de Lost. Donc, bon, guère étonnant hein, quand on voit que comment les séries ont marqué des générations. Et puis Prison Break, voilà, c'était un monument. Ça reste encore un monument. Ah, tu parlais de Lost, Mads? D'accord, ok, oui, parce que Lost, effectivement, c'est ce que j'allais dire après, a eu le plus gros budget sur un épisode à l'époque où c'est sorti. Ouais, Lost, c'était quelque chose de, même en termes de budget, etc., exceptionnel. Je connais pas le budget de Prison Break, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais vu le premier épisode de Prison Break, le cast qu'il y avait, la prison, etc., tout ça, l'ambiance, je me dis que ça aurait pu aussi valoir cher comme premier épisode hein, en termes de finances.
La saison 2, pour moi, est infiniment sous-cotée, mais excellente sur la cavale, effectivement, des fugitifs. J'aime beaucoup, beaucoup. Hein. Moi, pour moi, les 2 premières saisons de Prison Break sont à voir impérativement. Je dirais même que les 3 premières saisons sont à voir, parce qu'il faut savoir que la grève des scénaristes a énormément impacté la saison 3 de Prison Break, qui a eu qu'une grosse dizaine d'épisodes, 13 ou 14, je crois, je sais plus exactement, au lieu des 22-23 habituels des saisons de l'époque, pour mettre en scène une histoire qui était hyper complexe. Donc effectivement, la saison 3, tu sens qu'il manque beaucoup de choses. Elle est un peu moins impactante, un peu plus borderline. Elle se finit un peu en peau de chagrin d'ailleurs, parce que la saison 4 passe très vite à autre chose. Dès le premier épisode, Todos somos iguales de T-Bag qui prend le contrôle de la prison pour qu'au final on le revoie ailleurs au début de la saison 4 parce qu'il s'est barré. Bon, c'est dommage, tu vois, de ne pas avoir eu le tenant et l'aboutissant de ce qui se passe entre ce temps-là. Mais la 3, elle avait une vibe très cool, je suis d'accord, Johan. Mais malheureusement, pas le budget. Voilà, hein, pour pas le budget, pas le budget, pas les scénarios, pas les scénaristes qui avaient fait grève à cette époque-là pour mettre tout en scène et c'est hyper dommage parce qu'elle avait un potentiel énorme. La saison 4 pour moi est une catastrophe sans nom. Vraiment, il y a 2 scènes près, tout est acheté, c'est catastrophique. J'ai même pas envie de revenir là-dessus parce que pour moi c'est une saison qui est même pas à voir. Le téléfilm sur Sarah, c'est pareil. Rien que l'évolution du personnage de Sarah et le nombre de personnages morts qui reviennent à la vie dans Prison Break, les trucs, les machins. Bon. Bref, voilà. Et la saison 5, je l'ai préférée à la 4e. Peut-être par nostalgie, mais le traitement autour du fils de T-Bag notamment, il y avait quelques séquences, le fils d'Abruzzi qui était revenu en tant que caïd de la pègre locale à la chasse à la chasse à Lincoln Burrows. Voilà, il y avait un petit peu de fan service, mais il y avait quelques petites qualités d'écriture quand même, très très loin du niveau des saisons 1 et 2, mais qui se laisse regarder quand même. Pour moi, la moins bonne, vraiment, c'est la 4e, qui est un peu ni fait ni à faire. Raison pour laquelle, après ce petit préambule, nous allons faire un tournoi des 32 meilleurs personnages de la série Prison Break. Et je tiens à le dire tout de suite avant qu'on commence, il n'y a pas vraiment 32 personnages intéressants dans Prison Break. Qu'on ne cite pas les Whistler, etc., ou autres, hein, ou le grand antagoniste du cartel, ou je ne sais plus trop quoi, de la saison 4, là, notre divin chauve qui n'est pas Johnny Sins, dont j'ai oublié le nom, puisque je trouve que déjà en termes de charisme et en termes de prestance, c'est proche du néant, et même le scénario, pour moi, n'était pas bon. Whistler, c'est un gâchis total. C'est un gâchis total. En termes d'écriture et surtout de l'avenir que lui a donné la série. Il n'y a pas 32 personnages hyper intéressants à développer. En revanche, Prison Break a quand même une capacité à avoir une petite dizaine de personnages très emblématiques. Et allez, on va dire 3 ou 4 qui sortent vraiment du lot, qui sont pour moi parmi les plus grands personnages que les séries nous ont donnés. Je ne vais pas citer les noms, et je ne ferai pas de geste brusque au niveau de la langue, pour ceux qui évidemment ont la référence. Mais il y a quelques personnages dans Prison Break qui, pour moi, méritent d'être dans le haut du panier des meilleurs personnages de tous les temps, toutes séries confondues. Au moins 3. J'en vois au moins 3, peut-être même 4. Il y a beaucoup de personnages vraiment emblématiques dans Prison Break. Et puis il y en a tout un tas d'autres, évidemment, où l'analyse sera moins longue parce que, effectivement, un peu moins intéressant. On va commencer tout de suite avec un premier duel, évidemment. Et c'est un duel d'évadés, messieurs, dames. Je vous le redis, évidemment, hein, comment se passe un tournoi Woufoufou, c'est simple. On est en 16e, 8e, quart, demi et finale. Nous avons des oppositions, ce qui nous permet effectivement de tresser un petit portrait des personnages. Et on doit choisir l'un ou l'autre qui passe un tour. Tout est aléatoire. L'ami que tout le monde aimerait avoir, Fernando Sucre, face à Charles Patochic, dit le disjoncté, l'amateur de Hollande. L'homme qui a misé toute sa vie et toute son évasion sur un tableau d'un moulin en Hollande. Le tableau est évidemment très salé. On va commencer évidemment par Sucré. Hein. L'un des personnages, pour le coup, là je le disais, les plus emblématiques, les plus incontournables de la série Prison Break. Ami indiscutable de Michael Scofield. L'honneur, l'intégrité, comment dire, une petite tristesse aussi, parce que finalement, c'est quelqu'un qui avait rien à foutre en prison. C'est la poésie et c'est de l'amour.
Moi, j'aime beaucoup la séquence avec Sucré dans tout un épisode en flashback, je crois, où on le voit dévaliser des banques et puis juste demander 10 ou 20 dollars parce que ce qu'il veut, c'est emmener Marie-Cruz au cinéma ou alors lui offrir des bijoux, des choses comme ça. Et puis après, malheureusement, il va devoir demander un petit peu plus et c'est là qu'il va se faire gauler. Voilà, c'est le romantique un peu. Un peu teuteux, on va dire, parce que c'est vrai que il a pas non plus inventé l'eau chaude, un Fernando Sucré. C'est vrai que par moment, il peut sortir des phrases assez extraordinaires, puis avoir des raisonnements assez particuliers. Mais c'est vrai que c'est un peu le sidekick humoristique. Même par exemple, je pense à l'épisode où il perce le mur là avec le diable qu'il y a sur le mur et puis tout l'arc de Sucré qui a pas envie de percer le diable, etc. Bon, ça offre de la richesse au personnage, mais c'est aussi un personnage qui est intéressant parce qu'effectivement, il va apporter de l'humour, de l'autodérision, mais c'est surtout l'ami fidèle, loyal par excellence dont j'ai pas particulièrement apprécié la suite des aventures parce qu'effectivement je trouve qu'il a été laissé un petit peu de côté, que ce soit son scénario avec Marie Cruz ou même ce qu'on peut voir de lui par la suite dans la saison 5 ou autre. Bon, c'est vrai qu'on sentait qu'ils avaient un petit peu fait le tour du personnage. Il a quand même quelques séquences emblématiques, notamment dans la saison 4 où il va se taper la femme d'un mec qui n'a plus d'attributs masculins pour pouvoir récupérer, je crois, des codes de Scylla, là, les parties de Scylla, etc. Alors lui, il pense au début que le mec est gay et qu'il il fait un peu toy boy, alors qu'en fait, pas du tout. Ça fait partie des rares séquences de la saison 4 que j'ai bien aimé parce que le rebondissement est quand même très drôle, puis ça ne peut qu'arriver qu'à Sucré. Mais oui, voilà, c'est le sidekick humoristique, très fidèle, loyal, honnête, intègre, très amoureux, le côté un petit peu poétique, un peu dandy, etc. Et puis bah, un personnage quand même très important hein, pour Scofield et les autres. En face, Charles Patochik. Pas grand-chose à dire sur le personnage, si ce n'est qu'il y a une certaine part de tendresse et de poésie quand même. C'est-à-dire que il est complètement cinglé, l'acteur est excellent dans le rôle, vraiment. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Par un concours de circonstances, il va réussir justement à se jouer quand même de Scofield et des autres pour les rejoindre pour l'évasion. Mais malgré voilà son côté attardé, un peu psycho, etc., faut quand même lui reconnaître un truc à Patochik, c'est qu'il y a aussi dans son écriture et dans son personnage, eh ben, un petit côté un peu comment dire, poétique, presque pathétique, mais pas dans le mauvais sens du terme, sur son envie d'aller au Hollande, de voyager, etc. Sur sa mort aussi, évidemment, hein, qui est quand même assez triste finalement, assez à la fois comique et à la fois triste parce que Mahon se joue complètement de lui, etc. Lui fait miroiter des choses qui n'existent pas. Et puis c'est vrai que bon, c'est une fin qui est quand même assez calamiteuse pour le personnage, mais encore une fois, pas dans le mauvais sens, plutôt dans le sens, voilà, un petit côté touchant, un petit côté un peu tendre, même s'il a des côtés aussi complètement fous à l'ouest total et proche du tueur en série, assez flippant. Hein. Mais ouais, j'ai toujours trouvé qu'en Patochik, il y avait un côté un peu touchant et une écriture qui arrivait à le rendre non manichéen. C'est pas uniquement un mec stupide, complètement disjoncté, etc. Il y a quand même une part de, voilà, la métaphore de l'envol avec le fait de vouloir aller en Hollande, de récupérer une vie paisible, etc. Bon, moi, je trouvais que c'était, voilà, il y avait quand même, je trouve, une certaine forme de sympathie par moment qui pouvait s'instaurer. Ah, évidemment, on est très loin du personnage de Fernando Sucré, donc ça va voter Sucré, mais voilà, on lui confiera pas les enfants, hein, Patochik. Trumpets contre Alexander Mahon. Bah écoutez, là, il n'y a pas particulièrement de débat. Je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas forcément que des personnages de fous furieux, hein, mais il fallait bien en mettre 32. Et moi, Trumpets, je l'aimais bien parce que je trouvais que c'était un des très bons segments de la première saison, notamment dans la dualité qu'il y a avec Sinote. Voilà, la passation de pouvoir de Sinote
qui va être avec beaucoup plus au TP, etc., avec les blancs, et du coup, voilà, les gangs noirs qui vont le rejeter, lui qui va prendre le lead et qui va vouloir le tuer jusqu'au bout. Il y a du suspense pour savoir s'il va lui mettre la main dessus ou non. Sinote, en plus père de famille, etc., qui a juste envie d'aller retrouver sa femme et ses enfants, alors que les autres sont quand même beaucoup plus bruts de décoffrage, alors que Trumpets finalement était le bras droit idéal de Sinote en début de saison. On le revoit aussi, je crois, un petit peu dans la saison 2, mais dans un rôle bien moindre. Moi, j'avais bien aimé ce rôle-là. Je trouvais que c'était un des rôles tertiaires de prisonniers que tu vois assez régulièrement en fond, mais qui de temps en temps arrivent à s'agencer dans certains segments narratifs, qui étaient assez intéressants. À côté, en même temps, il y a Alexander Mahone. Je parlais de 3 ou 4 personnages qui, a priori, sont parmi les plus grands personnages que la série a offert. Je parlais de personnages qui, pour moi, peuvent être parmi les plus grands personnages de séries télévisées de tous les temps. Alexander Mahone en fait partie. Dans son génie, dans le duel à distance qu'il va y avoir avec Scofield, dans sa rédemption, dans sa folie aussi, la drogue, etc., et tout ce qui va s'en suivre, dans le fait que Alexander Mahone est une menace telle, bien au-delà de Kellerman ou autre, que Alexander Mahone est quand même la menace qui va retrouver Abruzzi, l'éliminer, retrouver l'acrobate, l'éliminer, retrouver le disjoncté, l'éliminer. C'est-à-dire que sur l'ensemble des évadés de Fox River, il en élimine 3 à lui seul. C'est un mastermind. Et merci mon Sebou pour le sub offert à Chucky. Merci mon Sebou, ça fait plaisir. Let's go, ce sub goal qui avance. Nous ne sommes plus, messieurs, dames, qu'à 28 subs de la barre des 400 et de la grande playlist, la grande tier list des viewers. Et ça fait plaisir. C'est lui le plus gros détraqué. Il est très spécial, Alexander Mahone. Mais il a un code d'éthique, notamment avec quelques-uns, très peu, mais quelques-uns de ses homologues des forces de l'ordre, qui est quand même assez intéressant à développer. Un certain sens de l'honneur et de la loyauté quand même. Il est obnubilé par Scofield. C'est quelqu'un qui est obnubilé par sa quête, etc. Par cette quête aussi comment dire, par cette quête absolue d'aller prouver son intelligence, etc. Mais il y a une certaine part de folie liée à la drogue, etc. Liée à plusieurs secrets, plusieurs mystères. Le gars qui l'enterre dans son jardin, la mort de 3 protagonistes, était-il véritablement obligé de les tuer? On ne sait pas trop. On sait que c'est aussi ce côté un petit peu fou furieux qui est génial à voir chez ce personnage-là. Et puis toute sa rédemption qui va commencer un peu en saison 3, puis beaucoup plus en saison 4. Pour finir finalement par un vrai respect. En fait, c'est ce que j'aime bien. Effectivement, comme dit Littlefish, c'est un peu le double de Scofield. Et quoi qu'il arrive, on sent qu'il y a un véritable respect entre les deux personnages. Mahone respecte Scofield depuis le début. Scofield, étant donné les actes de Mahone, c'est beaucoup plus compliqué parce que Mahone a des actes quand même assez dramatiques. Mais on sent que sur la fin, il y a une vraie marque de respect, notamment pour leur intelligence respective. Et c'est, voilà, encore une fois, Mahone, un personnage qui est tellement intéressant à suivre. T'as beau adorer les évadés de Fox River et essayer de voir s'ils vont se faire choper. Et l'idée, c'est quand même t'as envie inconsciemment qu'ils se fassent pas avoir. Mahone, il y a quelque chose en tant que spectateur qui te fait te dire j'aimerais quand même qu'il arrive à déjouer Scofield. Et merci mon Sebou qui offre un sub à Naughty Clown. Ça fait plaisir. 222 abonnements offerts, 658 abonnements en tout sur la chaîne et 379 dans le September. Nous ne sommes plus qu'à 21 subs de la barre des 400. Merci infiniment mon Sebou. Il est chaud le Sebou aujourd'hui. Même en saison 2, il y a un respect quand Michael arrive à le duper. Ah oui, bien sûr. Mahone a toujours eu du respect pour Scofield. Scofield, c'est plus dur parce que il y a des événements qui ont fait que, évidemment. Et puis Scofield est traqué, donc à un moment donné, il a aussi peur pour les gens qui lui sont proches. Mais Mahone, personnage haut en couleur, extraordinaire. Quand je vous ai dit qu'à un moment donné, il fallait broder pour réussir à arriver à 32 personnages, on a Cress Williams, qui, à part être une brute énorme, une brute épaisse, qui globalement traque les anciens de Fox River pour les éliminer les uns après les autres. Je n'ai que très peu de souvenirs de son personnage, hormis le fait qu'il avait quand même un charisme physique assez naturel. Et Alexa Scuderi, évidemment,
qui est un personnage emblématique de la saison 4, présent à peine 5 secondes, une seule phrase de dialogue, mais la femme que Fernando Sucre a dû s'envoyer pour réussir à avoir Scylla du côté de Las Vegas dans la saison 4. Et rien que pour ça, je vais voter pour elle. Parce que pour être tout à fait honnête, les rescapés des saisons 4, honnêtement, voilà, fallait mettre 32 personnages, donc j'en ai mis, parce que sinon j'en avais qu'une vingtaine. Mais on va voter pour Alexa pour voir jusqu'où elle va, pour des raisons qui me semblent évidentes, et évidemment que je tairai bien sûr ici. Putain, mais voilà, mais regarde derrière. Frère, c'est abusé, gros. C'est abusé. On se tape un duel de fond de tiroir, là, il y a 10 secondes, et là, on a Abruzzi contre Sinote. Non, non, c'est trop, gros. Non, c'est trop, gros. Deux des personnages les plus marquants de la série. Alors moi, j'adorais les deux. Je vais commencer par Sinote, l'homme aux mille surnoms. Blanche-Neige, évidemment, étant le plus emblématique. Ah, Sinote, on passe par toutes les émotions avec lui, hein, évidemment. Hein. Hyper touchant aussi, dans sa volonté de retrouver sa femme, de retrouver ses filles, de d'être en quête d'une nouvelle vie, d'avoir pris le contrôle un petit peu, le contrôle des codes de gang noirs et finalement être totalement déchu de ce parcours-là pour réussir à s'évader. Le parti pris aussi de Sinote, qui est hyper intéressant, faut le dire aussi, parce que justement, c'est quand même fort dans la psychologie du personnage de faire croire à sa femme qu'il est toujours à l'armée et qu'il est toujours dans un pays étranger. Vous vous souvenez qu'il met un... pour masquer un peu les bruits, pour faire croire que il est toujours en Irak, je crois, vous me redirez dans le chat, il met un foulard, une chaussette ou une serviette sur son téléphone pour que le bruit soit un peu assourdi et que sa femme se doute de rien. C'est un personnage qui a beaucoup de nuances et qui va passer par tous les stades, puisque justement, il va trouver la foi dans la saison 5, là d'où est tirée la photo. Il a un rôle important aussi dans la saison 5, alors qu'on ne le revoit pas, hein, lui. Dans les saisons 3 et 4, me semble-t-il que Sinote n'est plus là. Il revient dans la saison 5, mais lui exclusivement là, saison 1 et 2, puisqu'il finit par être gracié après, je crois, avoir livré Scofield, Burroughs, etc. Alors, ça n'a pas d'atteinte sur Scofield et Burroughs, mais il fait un pacte avec le FBI, je crois, hein, pour justement pouvoir être gracié et sauver la vie de sa femme et de ses enfants, puisqu'il finit par lui aussi, je crois, être récupéré par Mahon. Redites-moi, hein, mais je crois que c'est Mahon qui le capture aussi. Lui, pour le coup, n'est pas tué. Mais il me semble que c'est Mahon hein, qui arrive à, à arrêter Sinote. Et puis en face, peut-être très peu d'apparitions finalement, pas grand-chose. Saison 1, et encore pendant quelques épisodes, il est absent. Puis 3 ou 4 épisodes de saison 2 uniquement. Mais alors, quelle prestance! Peter Stormare, un acteur chevronné hein, déjà, qui arrive dans Prison Break et qui incarne John Abruzzi, caïd de la mafia. Probablement l'une des backstories les plus intéressantes de Prison Break, hein, avec Fibonacci, avec Philly Falzone aussi, tous ces, cette rétrospective autour de la mafia, la dualité avec T-Bag, qui est hyper intéressante dans la prison, le rapprochement avec Dieu, qui est, je pense, à la fois honnête, mais à la fois aussi un peu, voilà, hein, c'est-à-dire que il croit en Dieu effectivement et il a trouvé la foi, mais c'est une foi qui l'arrange. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un Dieu qui le laisse couper des mains et buter des mecs et redevenir caïd de la pègre derrière, etc. Mais en même temps, ça fait partie du personnage, c'est des répliques cultes, c'est la seule personne, il faut le rappeler, qui réussit à faire flipper T-Bag. Bagwell a peur de personne. La seule personne dont il a réellement peur, c'est Abruzzi. Et ça en dit long. Il y a une évolution qui est hyper intéressante de la part des deux personnages. L'évolution de Sinote à travers la série est très intéressante aussi. Parce qu'on est dans une quête de retrouver ses proches qui passent par une quête de soi. Et John Abruzzi, c'est une vraie quête de soi aussi. La quête de la foi, etc. On est dans quelque chose d'assez similaire, puisqu'Abruzzi cherche aussi à retrouver sa femme et ses enfants. Donc il y a finalement deux personnages qui sont pas si éloignés que ça l'un de l'autre. Alors si, évidemment,
sur la forme, mais sur le fond, on peut retrouver quelques similitudes. Et puis, Abruzzi, mort emblématique. Voilà, moi je ne m'agenouille que devant Dieu, et tu vois, là je le vois pas. Sacrifice exceptionnel, qui en fait un personnage remarquable, iconique, charismatique, euh, atypique aussi. Hein. Et tu vois, Soul, je pense que Abruzzi, avec Bagwell, aurait été l'un des rares personnages à avoir sa place dans Oz. Parce que le seul truc que je peux reprocher à Prison Break, c'est d'être quand même assez lisse. C'est violent, mais c'est relativement tendre quand même, par rapport à Oz, qui est beaucoup plus cru et beaucoup plus violent. Moi, je pense que des mecs comme Abruzzi ou T-Bag, c'était des personnages qui avaient leur place dans Oz, alors que les autres, peut-être un peu moins dans le thème, je trouve. Au final, Abruzzi était un vrai meurtrier, un mec qui méritait bien la prison. Ah bah oui, ça c'est clair et net que c'était quelqu'un qui était pas de première vertu, puis qui a voulu se repentir aussi de... Bellic aussi, ouais, effectivement, qui a voulu se repentir de tout ce qu'il a fait subir. Et c'est pour ça que comment dire, son travail autour de la foi est hyper pertinent. Pas à la même époque. En vrai, je pense pas que ce soit un problème d'époque, je pense que c'est surtout un problème de chaîne. Ou d'idée, tout simplement. L'idée de Prison Break, c'était de faire évader des mecs de prison et ils avaient une idée sur du long terme. L'idée était peut-être pas de rentrer dans la psyché, la douleur, la violence de la prison avec des mecs qui y sont et qui n'ont pas vraiment d'intérêt à en sortir. Donc c'est vrai qu'effectivement, le propos est complètement différent. Il y a des thématiques dans Prison Break qui sont très violentes, mais on les voit très peu, on les voit très peu dans la forme. Je trouve que sur la forme, Oz est plus violent. Mais des mecs comme Abruzzi ou Bagwell ou Bellic auraient pu tout à fait atterrir dans Oz, dans l'écriture des personnages. Et parce que justement, eux, dans la prison, on les a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé aussi. Tu vois, Abruzzi, le chef du TP, etc., charismatique, chef de gang. Sinote, quelque part au début, pareil. Bagwell, c'est la même chose, hein, c'est un peu le chef de la race hitlérienne, etc. Mais bon, là, on va partir sur Abruzzi, mais ça fait chier que Sinote parte au premier tour parce que c'était normalement un potentiel quart de finaliste. Ah voilà, après on arrive encore une fois sur des duels un peu plus... bon, j'aurais préféré que Sinote arrive là-dedans. D'un côté, Philippe Falzone et de l'autre, Samy, bras droit de Lechero dans la saison 3 de Prison Break. Personnage plutôt intéressant parce qu'il est très méfiant vis-à-vis de T-Bag, loin d'être con finalement. Parce que c'est lui qui est un peu dans le vrai la plupart de la série sur à qui il faut faire confiance, à qui il ne faut surtout pas faire confiance. De l'autre, mais pas grand chose à dire finalement. Je crois, redis-moi Soul, mais il me semble que Samy se soulève contre les Chero à la fin. Qu'il est un peu parmi ceux qui vont se soulever contre l'ordre établi. Et de l'autre côté, Philippe Alzone, dont la voix française n'est nul autre qu'Arnaud Arbessier, que moi j'aime beaucoup, même si on le voit peu, parce que justement il a le lien direct avec la mafia. C'est-à-dire que ouais, Samy prend la place de Lechero, ouais. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est Terence Steadman, Caroline Reynolds et tous ces phases-là sur le cartel, la présidence, Scylla, la saison 4, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. En revanche, les problèmes avec Fibonacci, Philippe Falzone et le lien avec la mafia extérieure qui met des coups de pression à John Abruzzi depuis l'intérieur, etc., qui a ce côté un petit peu soprano, Oz, et un peu Mob City, tu vois, etc., vraiment sur des trucs très mafieux de la pègre de Chicago. Moi, ça, j'aime bien. Moi, ça, j'aime beaucoup. Le rapport à la famille, voilà, les duels de famille, etc. Tout le côté un petit peu rital aussi, tu vois, vraiment de la mafia italienne. Philippe Falzone, John Abruzzi, etc. Tu te doutes qu'à mon avis, les mecs, ils doivent avoir des racines un peu ritales dans les veines et dans les liens mafieux familiaux. Moi, c'est un personnage que j'aime bien parce que j'ai beaucoup aimé l'intrigue derrière. Alors, Samy était un personnage intéressant par rapport à la destitution de Lechero, mais j'ai quand même préféré, même si on le voit moins, Philippe Falzone, parce que l'écriture et les préceptes et enfin, tous les concepts et tout ce qu'il amène de mafia en écriture secondaire du personnage d'Abruzzi au-delà de l'évasion est hyper intéressant. Donc c'est un gros duel de personnages tertiaires, voire plus, hein, mais je vais voter pour Philippe Falzone.
Marie Cruz, Delgado ou Henry Pop. Euh, Pas grand chose à dire sur Marie Cruz, à part que c'est l'amour de la vie de Fernando Sucre. Bah voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Euh, Encore une fois, hein, pour en mettre 32. Non, si, bah évidemment, Marie Cruz est importante pour étudier le personnage et l'évolution de Fernando Sucre et son côté très romantique, poétique, qui a un amoureux transi, un peu naïf et qui va y croire jusqu'au bout. Maintenant, du côté de Pop, c'est différent. Henry Pop, déjà, c'est Stacy Keach, acteur emblématique, hein, quand même, de sa génération. Un des grands acteurs, quand même, que Prison Break a eu dès le départ, parce que Prison Break, c'est vrai qu'hormis, je vais vous dire, hormis Peter Stormare, Stacy Keach et l'acteur Muse Watson, qui jouait Charles Westmoreland, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs connus. Euh, Sarah Wayne Callies n'était pas encore allé dans Walking Dead. Robert Knipper, je pense que c'est Prison Break qui l'a révélé. Scofield et Burroughs, c'est pareil. J'allais dire éventuellement dans la saison 1, je pense que vraiment, même Frank Grillo, avec la grande carrière qu'il a aujourd'hui, hein, voilà, c'était pas non plus l'acteur qu'il est maintenant à l'époque, en Nick Savrine. Peut-être Veronica Donovan, Robin Fitchner, peut-être. Non, Robin Tunney, pardon. Robin Tunney. Peut-être qu'elle, à la limite, commençait à avoir une petite carrière. Mais Stacy Keach, acteur immense. Et puis Henry Pop, c'est l'humanité. Voilà, c'est dans un monde sans foi ni loi où finalement il n'y a pas énormément de matons intègres et humains. Il y en a quelques-uns, hein, mais la plupart ils se sont butés. Dédicace notamment à notre bon vieux Michael Cudlitz, hein, de Walking Dead, Abraham, qui meurt dans l'épisode de l'émeute. Lui est profondément humain. Confiance, respect et presque un rapport de père en fils, hein. Michael Scofield, c'est un peu le fils que Henry Pop n'a jamais eu ou aurait adoré avoir. Ou, je sais plus si on le dit dans la série, si Henry Pop il a un fils, mais les deux se parlent plus beaucoup. Donc ça lui rappelle peut-être le fils qu'il aurait aimé avoir, soit s'il n'en a pas eu, soit si avec son fils ça se passait un petit peu mieux. Euh, mais euh, mais c'est un personnage profondément humain, plein de confiance. Tout va se retourner contre lui, évidemment. Paradoxalement, les gentils finissent derniers, comme d'habitude. Et des bisous, Roi. Bon Nip Tuck. Bah, moi, pareil, après le live, je vais me faire un épisode ou deux, parce que demain, je suis chill, pas de taf, donc je vais en profiter. Des bisous à notre Christian Troy international. Et puis T-Bag, normalement, devrait aller loin, a priori, hein, sans trop de spoiler. Mais voilà, les gentils finissent derniers, effectivement, puisque bah, Henry Pop, malheureusement, va faire les frais de l'évasion de Scofield, etc., alors que c'était probablement le meilleur directeur qu'on puisse avoir dans un monde sans foi ni loi, qui prône l'intégrité, qui prône le respect, qui réfléchit justement avant d'agir, malgré, faut le savoir aussi, hein, la pression que lui met constamment le gouverneur, qui est le père de Sarah Tancredi, etc. Mais voilà, une écriture humaine. J'aime beaucoup les épisodes dans lesquels il va retrouver Scofield dans la saison 2. Particulièrement bien joué et bien écrit. Et puis, beaucoup de phases assez touchantes, finalement, entre Pop et Scofield. Donc, évidemment, Henry Pop est un personnage très important de Prison Break. Duel intéressant. Duel intéressant. Gretchen Morgan et ses répliques cultes. Ou en tout cas, les répliques qu'elle se prend dans la gueule culte. Et Veronica Donovan. Bah, en fait, c'est un peu deux personnages dont je peux faire l'analyse un peu, comment vous dire, en même temps, je trouve que c'est des personnages qui ont été assez sous-employés. Gretchen, il y avait beaucoup à faire et finalement, on la laisse pas mal en surface. Euh, Un peu monolithique, je trouve. Veronica Donovan, alors pour le coup, elle aurait pu être plus intéressante, mais c'est vrai que son arc narratif, beaucoup plus autour de l'investigation avec Nick Savrine, me parlait beaucoup moins en termes d'écriture. Moi, ça m'intéressait moins, hein, que ce qui se passait vraiment intrinsèquement dans la prison.
N'empêche que Veronica Donovan, elle a une des morts les plus surprenantes de la série, parce que pour être tout à fait honnête, je pense que personne ne s'attendait, ni elle, ni Nick Savrine d'ailleurs, Savrine peut-être un peu plus, mais à les voir disparaître aussi vite. Je crois qu'elle ne dépasse pas la saison 1, elle doit mourir au tout début de la saison 1 ou entrée de saison 2, vous me redirez dans le chat, Robin Tunney, mais effectivement, Veronica Donovan meurt très rapidement, alors que, lien évidemment avec Lincoln Burrows, puisque c'était la dernière copine en date, je crois, de Lincoln Burrows, qui travaille énormément pour le faire sortir, qui est toujours amoureuse de lui. Lui, on voit qu'il a toujours des sentiments pour elle aussi, évidemment. L'une des seules qui croit au fait que Burrows soit non coupable. Et puis beaucoup de jeux de dupes, évidemment, voilà, qu'il va y avoir. Mais c'est vrai que c'était pas un des talents, enfin, c'était pas un des scénarios qui m'intéressait le plus. Gretchen, en l'occurrence, elle est beaucoup plus charismatique, je trouve. Elle en impose plus. C'est un personnage, moi, qui me parle déjà nettement plus, parce que même si elle est assez manichéenne, on sent que elle a cette aura un peu badass d'antagoniste, assez détestable, mais qui est écrit comme ça et qui du coup en devient hyper pertinente. Le seul problème, c'est qu'effectivement, je trouve qu'elle tourne toujours un petit peu autour des mêmes, du même jeu. Il y a son duo avec T-Bag, qui est peut-être intéressant par moment quand même, effectivement, et qui permet d'avoir quelques punchlines assez intéressantes, et puis comment dire, en termes d'écriture et d'évolution de personnages, quelques tours de force un peu avec Bagwell qui sont intéressants, mais ouais, je vous avoue qu'on retiendra surtout de Gretchen la phrase de Don Self, hein, sale pute, t'es une pute et ta mère était une pute, etc., etc., etc. Euh, je trouve qu'il y avait plus de deux personnages sous-exploités, ouais, je pense, où on pouvait avoir mieux. Et puis Gretchen n'a pas de bol d'être dans la saison la moins intéressante. Je pense que si on l'avait mis, euh, par exemple, à la place d'un Kellerman dans la saison 1, elle aurait eu un rôle hyper intéressant. Alors après, moi, j'adore Paul Kellerman. Mais bon. Non, on va dire Véronica Donovan quand même. Je trouve qu'elle. Ouais, quoique. Non, je vais mettre Gretchen parce que plus charismatique et que ces séquences m'intéressaient quand même plus que les séquences avec Véronica Donovan, qui était pour moi le remplissage hors prison qui était nécessaire par rapport à Stanman Reynolds et la libération de Burroughs, mais qui, moi, personnellement, dans l'écriture, m'intéressait que moyennement. Gretchen, à la limite, avait un petit peu plus de prestance à la caméra, donc on va voter pour Gretchen. Ah, et duel aussi, là. Duel. David Appelskis dit l'acrobate, l'homme aux frites dans le milkshake ou Charles Westmoreland. Duel des générations, un peu, hein. Chronique de quelqu'un qui n'a pas eu de bol pour l'acrobate. Envoyé en tôle pour une carte de baseball volée. Probablement violé par avocado, hein. Sur faute de Bellic, justement, parce que, évidemment, Apolsky n'avait pas envie de balance Schofield. Il a énormément enduré, il a beaucoup souffert et enduré Bagwell. Il arrive à s'en sortir, il part seul, il fait son trou seul, il tombe amoureux et finalement, c'est vrai qu'il a eu une mort qui est quand même hyper triste parce que même Mahon n'est pas content de le tuer, on le voit, hein, que c'est presque maladif de la part de Mahon de le faire et il est convaincu qu'il n'a pas le choix. Mais c'est une mort qui est quand même surprenante et terriblement triste. Et c'est l'exemple d'un gamin qui n'a pas eu de bol. Voilà, faut le dire. Il faut savoir aussi que l'acteur, je crois, a eu des problèmes par la suite, pour le coup, où l'acteur a vraiment fait de la prison pour, je crois, un homicide involontaire en voiture où il était saoul. Si tu peux me redire ça, parce que je sais que toi, tu es au courant de l'anecdote. Je crois qu'il était en conduite en état d'ivresse ou sous drogue, et malheureusement, il a eu un accident de voiture qui a coûté la vie à certaines personnes. Et il a fait de la prison, et après, il est revenu en parler sur des plateaux, etc., où ça l'a démoli, hein, vu l'acteur. Ça l'a complètement démoli, ce qui est normal. Donc, on a un destin qui est presque malheureusement similaire entre les deux personnages, qui ont été un peu détruits dans leur existence.
Mais oui, c'est un, voilà, c'est un gamin violence domestique. Il y avait violence domestique aussi, ouais, celle-là, je l'avais pas. Mais gamin qui a pas eu de bol, hein, David Apolskis, et puis qui a un final qui est quand même assez triste, et qui a beaucoup souffert. Et en face, Charles Westmoreland, la voix de la raison, la voix de la maturité, l'homme aux 5 millions, l'homme qui a un chat. Donc rien que pour ça, bah, je l'aime bien, hein, Charles Westmoreland. Je pense que si je regardais la série aujourd'hui et si je me refaisais une run aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus Westmoreland qu'à l'époque. Rien que pour le principe de l'humanité qu'il a, le fait qu'il veuille revoir sa fille, le fait que Marilyn, le chat, ait un impact évidemment majeur sur moi, totalement subjectivement, parce que c'est un chat. C'est une loot. Et puis c'est le mentor. Un peu le mentor de Scofield, un peu le mentor de tous, hein, Scofield, Burroughs, etc. Ce sera la voix de la raison, l'homme qui a énormément vécu, plein de mystères aussi, hein, D.B. Cooper ou Charles Westmoreland, à savoir lequel véritablement est l'un ou l'autre, toutes les rumeurs qui circulent comme quoi il aurait des millions et des millions à l'extérieur. Ça va être une thématique qu'on n'est pas, comment dire, totalement sûr de croire avant certains épisodes. Donc là, en termes d'écriture, en termes de suspense, c'est intéressant, c'est des histoires dans l'histoire. Et puis effectivement, Westmoreland, c'est le bandit. C'est un peu le bandit à l'ancienne, hein. C'est un peu l'ancien briscard, western, un peu cow-boy, qui se retrouve en prison pour perpète, etc. Et qui ne souhaite que retrouver sa fille. Et la mort de son chat sera de toute façon la seule raison pour laquelle il a envie de quitter la prison. C'est quelqu'un aussi, lui, d'extrêmement loyal, de très nuancé, de très intelligent et d'humain. Un des plus humains, hein, finalement, de Prison Break. Donc c'est vrai qu'entre les deux, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance. J'hésite, hein, entre Twinner et Westmoreland. Pour l'évolution, pour le parcours et pour la tristesse de son final, je vais voter Twinner. Parce que Westmoreland est un excellent personnage. Et puis alors, Westmoreland a quand même une fin très triste parce qu'il meurt devant la fenêtre, au bout du suspense et au bout de ce qu'il pouvait donner, au bout de l'amitié et de cette espèce de lien mentor qu'il pouvait avoir avec Scofield. Quelqu'un qui réalisera jamais son rêve de finalement revoir sa gamine. La grande complicité, ouais, Little Fish qu'il y avait entre Westmoreland et Scofield était hyper intéressante. Mais moi, Apolsky, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est son chemin de croix. Cette espèce de descente aux enfers où tu te demandes ce qui va lui arriver. Le T-Bag qui lui chante Tweener, Tweener, Jockey, je viens à toi. Enfin, là, tu te dis, tu le vois complètement en larmes dans sa cellule, alors qu'il a eu Avocado aussi au cul, etc. Enfin, et puis le final qui est hyper triste finalement, hein, il choisit l'amour, etc., quitte à se faire prendre directement par le FBI. C'est vrai je trouve qu'il y a une écriture dramatique sur Apple Skis qui est intéressante. Ah, et beau duel aussi là. Quand tu connais la série, le duel entre Caroline Reynolds et Paul Kellerman, il est assez satisfaisant. Et du même principe que Terence Steadman ou tous les personnages qui gravitent autour, l'intrigue autour de Caroline Reynolds ne m'a pas spécialement intéressé. Le personnage, pour être honnête non plus, assez détestable, froide, bref, une politicienne comme il y en a des milliards, ou des millions, espérons qu'il n'y en ait pas des milliards. Mais voilà, totalement subjectivement, euh, pas forcément une intrigue qui m'a particulièrement marqué. Alors je sais qu'elle protégeait Stedman, etc. Il y avait aussi un lien assez glauque. Il me semble que Terence Stedman, c'est le frère de Caroline Reynolds et qu'ils avaient une relation amoureuse, etc. Et que bah, elle l'avait aussi emmené en isolement parce qu'il fallait pas que ça se sache puisqu'elle visait la présidence. Euh, mais voilà, au-delà de ça, pas un personnage, moi, qui m'a particulièrement marqué. Kellerman est une légende. Paul Kellerman est un de mes personnages préférés. C'est même devenu un de mes acteurs de télévision préférés. J'ai aussi regardé Private Practice, que j'aime beaucoup, euh, pour lui, parce que je savais qu'il jouait dedans, et pour l'actrice principale, puisqu'effectivement, elle sortait de Grey's Anatomy, et j'avais un immense crush sur cette actrice-là, encore plus dans Private Practice. Mais ça, c'est
évidemment un autre débat. Mais Paul Kellerman, lui aussi, mastermind de la saison 1, hyper intelligent. Dans la saison 2, est beaucoup moins en terrain conquis, on va dire, et beaucoup plus en difficulté. Mais pareil, avec Mahone, je trouve qu'à l'extérieur de la prison, ça fait partie des meilleurs personnages en termes d'écriture. Paul Kellerman a une belle rédemption, notamment dans les saisons 4 et 5. Alors malheureusement, il a une fin qui est consternante, Kellerman, en saison 5. Enfin, le faire revenir pour ça, c'est quand même hyper triste. Mais, il passe de... Moi, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un sacré connard. Je dirais que c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et me semble-t-il, dans mes souvenirs, il me semble que Paul Kellerman, il a des sentiments pour Caroline Reynolds. Et je crois qu'il fait, il fait aussi beaucoup ça parce que il est amoureux de Reynolds et que il lui obéit un peu au doigt et à l'œil, quoi. Donc on voit que derrière le mec, notamment dans sa relation, moi j'aime beaucoup le duo qu'il avait avec son acolyte, son associé, son partenaire, qui finit par tuer parce que justement l'autre cite son nom dans un dossier un petit peu épineux. Tu sens que c'est très dur pour Kellerman de faire ça. Mais il est prêt à tout pour arriver à ses fins, couvrir ses arrières et celles de Reynolds. Donc il a un côté lui aussi non manichéen que j'aime beaucoup, très nuancé. L'amour qu'il a pour le Reynolds, l'amour qu'il a pour son partenaire, amicalement, mais qui malheureusement va très vite arriver à ses fins parce que, bah voilà, il y a les faits avérés d'une trahison, alors que c'était quand même quelqu'un qui connaissait sa famille, etc., et qui était très proche d'eux. Une sorte de génie aussi, quelque part, Kellerman, et puis une belle rédemption. Fin de saison 4, saison 5, et même, je crois, en fin de saison 2, c'est un personnage qui devient un peu plus humain et qui va de plus en plus lutter contre l'ordre établi après avoir été trahi par l'ordre établi et par justement tout ce en quoi il croyait. Excellent personnage, Paul Kellerman, un de mes préférés, qui malheureusement a eu une fin qui n'est pas du tout à la hauteur, effectivement, de ce qu'on a fait de lui, qui fait partie des personnages morts qui reviennent à la vie subtilement, on ne sait pas trop comment, ni pourquoi, de la saison 2 à la saison 4, mais enfin bon, Sarah de crédit, c'était pareil, alors qu'on a livré sa tête dans une boîte. C'était pareil avec Scofield, hein, qui finalement n'est pas mort et puis qui revient. Enfin bon, c'est un leitmotiv constant, hein, dans Prison Break, de ne pas faire mourir ses personnages principaux. Mais ouais, non, c'est vrai qu'il a une fin qui n'est pas du tout au niveau de l'immense potentiel qu'était le personnage. Sale pute, t'es une pute. Et ta mère était une pute. Et sa mère était une pute. Et son père qui faisait le tapin sur les aires d'autoroute, c'était aussi une pute. Voilà, c'était mon analyse de Don Self. Michael Rapaport, acteur que j'aime beaucoup, Michael Rapaport. J'aime vraiment beaucoup cet acteur qui a joué notamment dans Friends, dans Peur Bleue. Il a été dans beaucoup de projets, même récemment. Il a fait pas mal de projets intéressants. Qui joue Don Self, donc, dans la saison 4. Pour tout vous dire, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais que le personnage, je le trouvais intéressant. Alors lui, c'était pareil, hein, comment dire, c'était Magouille et compagnie, hein. C'était s'il pouvait à un moment donné servir ses propres intérêts, etc., et puis la mettre à l'envers à tout le monde, c'était évidemment le premier à le faire. Mais il avait une certaine aura et surtout il avait un jeu qui était très très juste, Don Self. Michael Rapaport, je trouve il était très juste. Et puis une fin d'une tristesse. La fin d'une tristesse où il termine semi-tétraplégique à se morfondre et à se rendre compte qu'en fait il a bousillé sa vie, qu'il n'arrivera jamais, alors qu'il était à ça finalement d'atteindre ses objectifs. Il a eu une fin qui est quand même hyper tragique et qui, à mon avis, a bien dû lui foutre le seum comme il faut, hein. Après, en face, on a Michael Scofield. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Michael Scofield pourrait typiquement être le genre de personnage principal que je n'aime pas du tout. Assez insupportable, bien sous tout rapport, mais pourtant j'aime beaucoup Michael Scofield. Oui, c'est le gendre idéal, oui, il est bien sous tout rapport, oui, il est trop intelligent, oui, il a toujours raison, oui, il se fait jamais avoir, oui, il est très manichéen parce que lui, pour le coup, il a quasiment aucune once, ni de défaut,
voilà, comment dire, de supercherie ou de haine ou ceci ou cela, ou très très peu. Mais pour le coup, le travail de Wes Miller est tellement cool et puis le personnage est tellement génial en termes d'écriture. Le frère qui se fait tous les plans de la prison pour aller sauver celui qui est en tôle, etc. C'est tellement riche et bien vu. Et il a tellement de duos. En fait, Scofield, il a beaucoup de duos qui gravitent autour de lui. Mais si on dit que le duo Scofield-Mahon est génial, il y a Scofield dans l'équation. Scofield Abruzzi, il y a Scofield, Scofield Westmoreland, il y a Scofield, Scofield Sucré, il y a Scofield, Scofield Bagwell, il y a Scofield. C'est vrai qu'il gravite autour de beaucoup de duos hyper pertinents. Et il a une. C'est peut-être pas l'évolution la plus intéressante qui puisse y paraître par la suite. Mais par contre, c'est vrai qu'il a mis sur un piédestal et énormément de personnages ont gravité autour de lui qui étaient hyper intéressants et pertinents parce que Scofield, justement, le permettait. Et parce qu'il était très bien écrit. Et puis parce que, je le rappelle, l'entité même de la série était un mec qui se fait des tatouages entiers de la prison, qui a conçu les plans de la prison. Et tu regardais la série. Et en fait, ce qui était intéressant avec lui, c'était que chaque épisode, tu te disais, mais comment il va s'en sortir? Comment il va faire? C'est quoi le procédé? Quel tatouage correspond à quel truc? Et t'étais bluffé tout le temps. Grâce à Scofield, de dire, ah putain, mais oui, il y avait ça, 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 mais oh là là, ce tatouage-là, c'est pour ça. Il avait même prévu des trucs en saison 2 pour au cas où il s'évade, pour machin et tout. Un mastermind qui a donné parmi les plus beaux duels de la série, hein, notamment avec Mahon, pour ne citer que lui. Chaque déconvenu, voilà, il y avait la solution, sans forcément qu'il soit désagréable ou trop monolithique ou, euh, ou, euh, ou trop dans le côté dandy, gendre parfait, magnifique, quoi. Je trouve qu'il n'y avait pas ce côté gendre magnifique avec lui. Peut-être un peu avec Tancredi, mais la relation limite était bien écrite, donc ça me dérangeait pas. L'adaptation qu'il avait aux autres personnages aussi, Little Fish, ouais, qui était super. Fallait des heures pour faire le tatouage. Ah bah ouais, ouais, tu m'étonnes. Mais pour le tournage, ils essayaient de... Sur la fin, notamment sur les saisons suivantes, mais même en règle générale, ils essayaient de l'avoir le plus habillé possible la plupart du temps. Parce que c'est vrai que quand il faisait des scènes où il devait être torse nu, c'était des heures et des heures et des heures pour avoir cette finalité-là qui était magnifique à regarder. Hein. Qu'évidemment Michael Scofield. Marilyn ou David Martin? Alors, je vais être honnête avec vous. J'adore Whip. Parce que, je trouve que c'est l'un des rares vrais potentiels de la saison 5. Le fait que T-Bag ait eu un enfant, alors même si normalement il est stérile, on n'est pas à une incohérence près dans Prison Break à partir des saisons 4, 5, etc. Mais le fait que je trouve déjà que l'acteur joue très 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 bien le fils de Bagwell, dans l'attitude, le regard, les trucs, etc. Il y a vraiment quelque chose qui s'en rapproche et bah, moi que je trouve très très cool. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, bah, moi j'aime beaucoup Whip parce que ouais, il a réussi à totalement retravailler Bagwell et ça me plaît énormément, voilà, faut le dire. Il a réussi à redonner un peu des lettres de noblesse à ce personnage-là et à offrir une nouvelle empathie à Bagwell, qui était un personnage déjà pour qui on avait beaucoup d'empathie de base, malgré tout ce qu'il peut faire, ce qui est quand même assez terrifiant, mais qui prouve à quel point le personnage est bien écrit. Et je trouvais l'acteur très bon, voilà, avec une fin assez dramatique. Il faut savoir que le fils de T-Bag qui meurt dans ses bras, etc., et qui donne le grand final avec le grand méchant, qui a le charisme d'un bulot, mais le grand méchant de la saison 5, qui termine à Fox River avec Bagwell qui lui fait sa fête, ce n'est que justice, évidemment, mais c'est aussi une scène qui est très forte et tendre et finalement très triste pour Bagwell. Donc l'écriture de Bagwell grâce à Whip est intéressante. Le duo avec Scofield, encore une fois, est hyper pertinent entre les deux, parce que Scofield le prend un peu sous son aile par moment. Euh, et, euh, et puis, je le redis, hein, mais le super boulot d'évolution de personnage sur T-Bag, où on se dit comment aurait-il pu évoluer encore plus. Le fait de le faire évoluer, notamment dans cette trame-là, est assez intéressante. Mimique, attitude, faciès, enfin,
Il y a vraiment une belle chose. Par contre, bah, en face, il y a Marilyn, et Marilyn, c'est une loot. Voilà. Donc je vote Marilyn. Parce que tant que je pourrais voter sciemment pour une loot, je voterai pour une loot. Voilà, je suis désolé. Je vote Marilyn. Ah, mais en même temps, ce duel, Teodoro. Teodoro. C'est un beau duel en vrai. Parce que les deux sont très 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 liés, hein. Moi, je prends ce duel. On se dirige peut-être vers un Bellic Burrows, hein, au premier tour. Lechero ou T-Bag? Bon, on va commencer par Lechero. L'exemple pour moi de pourquoi la saison 3 était hyper frustrante. Un mec comme Lechero, avec son charisme, son aura, la main mise sur la prison, etc., et le potentiel de Sona, aurait pu être un des personnages les plus emblématiques de Prison Break. S'il ne l'est pas, il aurait pu l'être. Parce qu'on peut quand même considérer que c'est un des personnages les plus marquants de la série. Mais il aurait pu l'être encore plus. Problème, grève des scénaristes, pas beaucoup d'épisodes, et on sent qu'il a été développé qu'à moitié. Il aurait pu être tellement plus emblématique. Parce qu'il avait tout, l'aura, le charisme, l'attitude, le lien avec les personnages, la prise sous l'aile de T-Bag, etc., qui avait un certain humour, mais en même temps qui était hyper bien écrit. Et finalement hyper bien vu, jusqu'à ce que je crois que ce soit T-Bag qui finisse par le tuer, par l'étouffer, sous la demande de Lechero, qui se doute bien que de toute façon, T-Bag aurait fini par le faire à un moment donné. Et puis T-Bag, Theodore Bagwell, l'homme que tout le monde aime alors que c'est un serial killer, violeur, tueur d'enfants. Me posez pas la question pourquoi. C'est peut-être la marque d'un personnage ultra réussi. Complètement fou. T'adores le détester. Des phases exceptionnelles dans la série. Un acteur, Robert Knipper, incroyable. Mais en même temps, ce qui est fou, c'est que par moment, il arrive à nous prendre aux tripes et à se dire ah putain, on a presque de la peine et de l'empathie pour lui. Notamment avec dans la saison 2 quand il retrouve sa famille et qu'il n'arrive pas à les tuer, il appelle les secours parce que voilà, il sait très bien que c'est des gens qui resteront dans son cœur à jamais, lui qui voulait juste reprendre une vie normale. Soit sa relation avec son fils, justement, qui est hyper tendre, mais comme si finalement lui n'avait pas le droit à aucune forme de bonheur. Euh, on le revoit d'ailleurs dans la série Breakout Kings, qui est une autre série télé. Je vais vous dire, dans l'univers de Prison Break, c'est vrai, mais il n'y a qu'un seul épisode où justement on parle de l'univers de Prison Break. C'est un épisode où Theodore Bagwell revient, où il a réussi à se réévader une nouvelle fois de Fox River entre deux saisons, ou entre deux, je sais plus trop quoi, de Prison Break. Et puis il se fait reprendre à la fin. Donc c'est le special guest, hein, de Breakout Kings. Si vous voulez définir encore un peu plus son personnage, n'hésitez pas, parce que c'est hyper intéressant ce qu'on dit sur Bagwell dans Breakout Kings. C'est un personnage qui a tellement vécu, qui a tellement subi, avec, ouais, comme dit Soul, la main coupée, etc. Le côté s'en sortir par tous les moyens. C'est un véritable survivant, malgré tout. C'est un putain de survivant, Bagwell. Un mec increvable. Et puis que t'as pas envie de voir mourir, parce que c'est vrai que dans la prison, c'est lui le divertissement absolu, c'est lui qui a la meilleure écriture, c'est lui qui a la meilleure évolution, c'est lui qui a finalement le meilleur jeu, la rivalité avec Abruzzi est d'une écriture et d'une intelligence de jeu qui est exceptionnelle. Avec Scofield aussi, forcément, hein, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Je me demande si à la fin de la saison 5, on peut pas quand même imaginer qu'il y a une certaine forme de respect l'un pour l'autre. Peut-être plus du côté de Bagwell pour Scofield que l'inverse, parce que, évidemment, Scofield, Burroughs, etc., tout ça, ils savent que c'est un violeur, pédophile, tueur en série, qui ne mérite pas le moins du monde, finalement, le respect. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il ne mérite pas le moins du monde, finalement, notre empathie ou notre, notre pardon, ou même une certaine forme de rédemption. Il laisse Abruzzi pour mort, il tue un gardien de prison, il est quand même responsable du suicide d'un gamin qu'il avait pris, pas sous son aile, mais sous sa poche, dans la saison 1, parce que on se doute bien que voilà, c'est viol sur viol sur viol sur viol. Il y a une scène qui me fait marrer, moi, c'est où il est obligé de se taper une espèce de travelot là pour avoir je sais plus trop quoi, pour s'évader de la prison, où il se dit non, 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 mais moi je peux pas faire ça, non, mais jamais de la vie, j'irai jusque-là, c'est pas possible, etc. Puis au final, il le fait quand même. C'est vrai que c'est l'assurance de séquences emblématiques, avec la musique de Bagwell qui est quand même, voilà, qui est quand même restée dans l'opinion commune.
le jeu de langue, le jeu de regard. Enfin, il a des phrases qui sont quand même des mimiques, une attitude. Robert Knipper, Prison Break l'a mis sur un piédestal énorme. Robert Knipper n'a quasiment plus fait que du Robert Knipper après, hein, globalement. Mais c'est un acteur tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire. Que ouais, T-Bag, qui peut aujourd'hui s'asseoir à la table de T-Bag dans Prison Break et dire je suis un meilleur personnage que toi? Alors que pourtant, c'est l'un des pires. C'est l'un des pires. C'est un vrai monstre dans tous les sens du terme. L'introduction, ouais, son introduction face à Scofield, etc., en tant que leader limite des néo-nazis, la guerre anti-noire contre les blancs, etc., les trucs, tout ça, où Bagwell, même Bagwell et le chant qu'il fait à l'acrobate quand il lui chante une berceuse en disant qu'il va le retrouver, etc., et qu'il va lui faire vivre un enfer sur Terre. Ouais, non, T-Bag, Et puis oui, son duo avec les matons, ouais, c'est vrai il avait un lien avec les matons qui était quand même très fort. Bellic et puis les autres, hein, parce que c'était l'empêcheur de tourner en rond. La séquence c'est lui qui est à l'origine de l'émeute. Parce que c'est quand même lui qui va créer l'émeute avec la chaleur, etc., qu'il y a dans la prison, machin. Dans la saison 2, le nombre de subterfuges qu'il va faire pour récupérer les millions. Dans la saison 3, c'est quand même lui, à la fin de la saison 3, qui prend un petit peu le contrôle et le pouvoir de la prison en criant Todos somos iguales avec tous les dollars, etc. Bon, c'est pour ça que je trouve que c'est dommage de l'avoir terminé là-dessus, parce qu'au final, dans la saison 4, on occulte tout ce qui s'est passé. Mais regardez-le ce matin, il était blanc. Ouais, et puis c'est la manière de parler et le doublage. Faut être honnête, attention, hein, le doublage français sur Bagwell est exceptionnel. Alors les deux sont fabuleux, mais le doublage est merveilleux. Donc bon, bah Lechero aurait pu arriver en huitième ou en quart de finale sur un malentendu, mais là, bon, bah t'affrontes T-Bag, c'est pas possible. Daniel Hale ou Lincoln Burrows? Bon, bah Daniel Hale, pas grand chose à dire. La seule chose que j'ai à dire, c'est que j'ai beaucoup aimé la scène où justement il est en confrontation avec Kellerman. C'est un père de famille, tout simplement, qui pensait faire les bonnes choses et que à la fois son partenaire, mais aussi son meilleur ami, va terminer par tuer. Ça donne un côté assez dramatique et ça aide à l'évolution du personnage de Kellerman. Et à côté, Link le déluge. Après lui, le déluge. L'intellectuel de service. Alors, Lincoln Burrows, je vais être honnête avec vous. Moi, j'aime bien le personnage parce que j'aime beaucoup Dominique Purcell. Par contre, faut être honnête, hein, l'évolution du personnage est quand même pas terrible. En saison 1, il est très intéressant. En saison 2, il l'est aussi. À partir de la saison 3, en fait, c'est un sextoy. Gretchen, elle veut se le faire. Il se fait la nana de Wessler. Il se fait Veronica Donovan. En saison 2, il se fait une go. En saison 4, il se fait une go. En saison 5, il se fait une go. Avec sa tête de Giga Chad. Et puis alors, il est con comme une huître. Faut être honnête. Hein. Lincoln Burrows, dans la saison 1, il n'est pas idiot. Hein. Il est victime d'un complot, mais il a beaucoup de séquences hyper émouvantes, etc. Les pancakes à la myrtille, le duo avec Scofield, les passages à la chapelle, etc. Et même dans la saison 2, il est loin d'être ridicule. Moi, j'aime bien dans la saison 4 son lien avec Brad Bellick, l'amitié naissante qu'il y a entre les deux. Mais il faut dire ce qui est. Je trouve que le personnage perd grave en utilité à partir de la saison 3. Ou en tout cas, il perd un petit peu ce qui faisait de lui Lincoln Burrows. Parce que tu sens qu'il est limite pas tant atteint que ça, je trouve, en termes de jeu et en termes d'écriture dans la saison 3, parce qu'il arrive à son frère. J'ai toujours trouvé qu'il manquait quelque chose. Et puis après, dans la saison 4 et 5... Je vous le dis, ça me fait bander. Voilà, dans la saison 4, on fait tout pour qu'il s'en sorte, etc. Alors que c'est un gros bœuf, tas de muscles, voilà, et qui se fait... je sais pas combien de gonzesses et qui est con comme une bille. Et dans la saison 4, même Bagwell lui dit, hein, voilà, il avait réussi à s'en sortir, puis au final, ça redevient une petite frappe pour le fils d'Abruzzi, il doit de la thune à des gens, c'est juste une montagne de muscles sur toute complètement teubée. Donc, je comprends pas vraiment l'évolution du personnage où on l'a rendu un peu con-con quand même sur la fin. Alors, et il retombe vite dans ses travers, alors que pourtant, il y a une évolution qui aurait dû lui permettre normalement de ne pas le faire. Pour moi, Lincoln Burrows, là où il est le plus intéressant et là où je l'aime beaucoup, c'est dans les saisons 1 et 2. Voilà, surtout dans la saison 1. C'est un personnage qui reste pas mal sur la même lignée. Tu sens que le boulot sur le personnage est assez bâclé au fur et à mesure que la série avance. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. L'idée, ouais, d'avoir un The Rock un peu 2.0 en saison 5, il y a très peu d'intérêt là-dedans. Alors, je vais quand même voter Burrows, évidemment.
Mais Lincoln Burrows, je suis assez déçu, moi, de l'évolution finale du personnage. Nick Savrine contre William Kim. Nick Savrine, c'est la même chose que Veronica Donovan, exactement la même analyse. À ceci près que lui joue un peu double jeu, mais qui va terminer par faire les bonnes choses. C'est quelqu'un qui veut sauver son. Je lis les messages de Soul. Même les messages de Soul, maintenant, ça me fait rire. Même quand il marque mort de rire Kim, ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Mais, euh, mais Nick Savrine, oui, c'est un personnage voilà, qui a quand même des fêlures, qui veut protéger son père coûte que coûte, qui va voir son père mourir sous ses yeux. C'est vrai que la tête de Kim. En vrai, le personnage, moi j'aime bien, hein, mais il va voir son père mourir sous ses yeux, il va se faire abattre froidement, il va quand même sauver la vie de Veronica Donovan. Pareil, un peu sous-exploité, comme Veronica Donovan, hein, c'est de l'investigation, même si lui est un peu à double jeu. Il va quand même tout faire pour essayer de prendre de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions sur la fin. Un des rôles pas les plus marquants hein, de l'acteur Frank Grillo, mais qui est quand même intéressant de revoir ici, notamment sur son duo avec Veronica. Et en face, William Kim. Ah, je vais être honnête avec toi, Soul, dont je me rappelle plus trop l'intérêt. Dans ma tête, c'est un peu une sorte de tueur à gages pour la présidente et donc pour Caroline Reynolds à partir du moment où elle devient présidente. Mais je crois qu'il se fait tout le temps enfler par Mahon. Il se fait tout le temps enfler par tous les personnages, en fait, et il arrive quasiment jamais à ses fins. Et il a toujours ces espèces de mimiques un peu sadiques, etc., où tu sens que c'est un vrai vicelard. Alors lui, pareil, hein, lui, il n'a pas une once d'humanité, c'est vraiment tout faire pour la présidente, etc., et une sorte de 9 mm humain hein, au service finalement du cartel de la présidente et de la politique. Assez sous-exploité, mais qui dégage quand même une certaine prestance, je trouve. Qui dégage une certaine prestance et qui dégage ouais, une certaine ambiguïté. Tu te demandes jusqu'où va aller le personnage. Alors, il va pas très loin, mais bon. On va quand même voter Savrine, dans le sens où lui, effectivement, il a quand même un travail de fond qui est nettement plus intéressant. Luis Gallego contre Roy Jerry. Bah, Luis Gallego, écoutez, le personnage, je l'appréciais pas plus que ça. Relativement cliché, sans réel intérêt, mais il avait un maillot des Houston Rockets de Tracy McGrady. Et rien que pour ça et pour son amour pour le basket, bon bah écoutez, j'ai décidé de le mettre. Et Roy Jerry, bah moi Roy Jerry, en fait, c'est un personnage tellement détestable, pire que Bellic. Sur tous les points, pire que Bellic. Qui est prêt à tout. Dans la saison 2, c'est vraiment... Alors, il est encore plus antipathique dans le duo qu'il a avec Bellic en mode tueur à gages, etc. Mais ils vont s'enfler tous les deux. Puis il va avoir une fin, je crois que c'est T-Bag qui le tue, me semble-t-il, pour récupérer les millions. C'est une mort un peu sous silence. Hein. Je crois pas qu'elle soit filmée, mais il me semble que c'est un hors-champ. On se doute que T-Bag va le crever. Ce qui est totalement mérité d'un autre côté, parce que Roy Jerry était une vraie enflure, et dans la prison, c'était pareil. Mais ça l'était tellement que le personnage, du coup, en devenait hyper intéressant. Et moi, j'aimais bien le duo qu'il avait avec Bellic, parce qu'il y a quand même certains moments, de temps en temps, tu avais vraiment l'impression de voir deux espèces de gigapecnos partir à l'aventure tout seul, alors qu'on en avait quand même fait des mecs un peu sans foi ni loi au début. Donc je vais voter Jerry, moi, parce que j'aimais bien dans le côté ultra détestable, qui a pas de rédemption et qui reste une pourriture jusqu'au bout, il a été vraiment bon. Hein. Et dernier duel de ce premier tour, Sarah Tancredi contre Brad Bellick. Alors, je vais être honnête avec vous. Je ne fais pas partie des détesteurs de Sarah Tancredi, comme je ne fais pas partie des détesteurs de Laurie Grimes, et je ne comprends pas pourquoi à chaque fois que Sarah Wayne Callis joue un rôle, Brad Belby. Je crois que celle-là, elle est extraordinaire. Brad Belbeat. Ce bon vieux Brad Belbeat. Non, je ne comprends pas pourquoi Sarah Wayne Callis est à ce point détestée. Sarah Tancredi, elle a quand même une évolution de personnage qui est intéressante. Alors après, le fait qu'elle revienne alors qu'elle est censée être morte et que ceci et que ce... Bon. Erreur narrative de ouf. Complètement stupide en soi, hein, ça. Hein. Ce scénario-là.
son film TV là, où c'est elle qui s'évade, les trucs, les machins, je crois, là. Bon, c'est abscon et vraiment moyen au possible. Dans la saison 5, elle n'a pas grand intérêt, surtout qu'elle a refait sa vie avec un autre qui est con comme une bille. Maintenant, moi, j'ai beaucoup aimé Sarah Tancredi dans les 2 premières saisons. Et je trouve que c'était intéressant de la voir comme un peu dans le même délire que le rôle de Charles Dance que j'adore dans Alien 3. Cette espèce de médecin qui se retrouve dans une prison parce que drogué, etc., qui a eu une vie vraiment miséreuse, qui s'est fait radier, et qui maintenant se retrouve à bosser en tôle parce que c'est tout ce qu'on peut lui donner. La fille en plus du gouverneur, où ça lui rajoute un, un poids supplémentaire, l'amour qu'elle va avoir pour Michael Scofield qui va naître au fur et à mesure, et cette espèce de dualité entre la passion, la raison, faire ce qui est juste ou sortir des évadés de prison pour l'amour qu'elle a pour Scofield et la sincérité qu'elle éprouve pour lui et pour son frère, même si d'un autre côté, bah, elle sait très bien que ça va faire sortir des violeurs, etc. Je trouve qu'il y a une vraie qualité d'écriture dans les choix que le personnage est amené à faire et l'empathie que le spectateur peut avoir dans le sens qu'est-ce qu'il aurait fait à la place de Sarah. Il y a de vrais cas de réflexion euh, qui, qui sont hyper intéressants vis-à-vis de Sarah Tancredi. Dans les saisons 1 et 2, quand elle retrouve Michael, où là il y a un peu de tendresse, et c'est vrai que le duo, les peu de temps où on les voit ensemble, et puis même en règle générale, ce que fait Sarah dans la saison 2 est assez pertinent. À partir d'après, honnêtement, j'ai lâché l'affaire. Maintenant, Brad, Be- Brad Belbit, ce bon vieux Brad Belbit, c'est vrai qu'avec la photo, c'est exceptionnel. Brad Belbit. Bonjour, vous êtes qui? Je suis Brad Belbit. En grand, en cadré, en structuré. Brad Belbit pour vous servir. Euh, Brad Bellick, il est l'un des meilleurs personnages de la série, mais en plusieurs temps. Saison 1, détestable, méprisable, mais on sent que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, recablé par les femmes, je crois qu'il vit chez sa mère. Tu sens qu'il y a quand même il est bridé par Henry Pop, etc. On l'empêche de faire ce qu'il veut. Tu sens que c'est un énorme frustré. Voilà, en termes d'analyse, on peut le dire. C'est un énorme frustré qui fait passer sa frustration sur les prisonniers et sur le peu de pouvoir qu'on lui donne. Un salopard, vraiment. Mais avec des zones de nuances par-ci par-là. Dans la saison 2, Brad Bellick, du bureau. Brad Bellick, FBI. Brad Bellick, des investigations. Un peu plus de phase où on le voit avec humour et second degré. Il passe de gardien de prison à hors-la-loi, etc. Et puis chasseur de primes, qui va finir par se retrouver à Fox River. Et les segments avec Brad Bellick à Fox River sont parmi les meilleurs moments de la saison 2. Parce que je trouve que justement, voir Bellick en tôle avec tous les taulards justement qui viennent le faire chier, parce que il y a le vécu extérieur, était hyper intéressant. Et c'était très juste et très malin dans l'écriture de l'emmener là, parce que franchement, c'est ce que tout spectateur voulait, et puis c'est vrai que c'est quand même très drôle. Euh, le duo qu'il a avec Jerry, qui est assez emblématique, après avec le FBI et Mahon. Et le problème, c'est qu'après, il y a la saison 3, où à part le voir en slibard qui émandait de la bouffe tout le temps, on le voit, Bellick, aux abonnés absents total, on sent qu'il n'y avait pas assez d'écriture pour tout le monde, ils l'ont laissé de côté. Et après, dans la saison 4, il y a quand même une certaine forme de rédemption qui est intéressante, avec un discours qui est magnifique de la part de T-Bag quand il va finir par parler de Brad Bellick devant toute une esplanade de personnes au moment où il travaille dans une espèce de société, là, Bellick, où justement il rend un bel hommage à Bellick, qui n'est pas forcément ultra pertinent, dit de la part de Bagwell, parce que globalement, on se demande vraiment pourquoi Bagwell dit ça de Bellick, sachant que les deux pouvaient pas se blairer. Alors, c'est vrai qu'ils ont un vécu tellement énorme qu'au final, effectivement, c'était presque les meilleurs ennemis, hein, Bellick et Bagwell. Euh, donc, une saison 4 où il reprend un petit peu du poil de la bête, où il a une rédemption assez intéressante, mais où il a une mort, un sacrifice. En gros, Manon, il se sacrifie pour sauver les autres. Et il prend un raz-de-marée, un torrent d'eau, parce qu'il déverse des vannes, etc. Et ils doivent couper, ils doivent couper des choses, je sais plus exactement pourquoi. Puis il est pris en gros dans des canalisations où il meurt noyé.
Tout ça pour ça, au final, je me dis que sa fin n'est pas du tout à la hauteur du personnage, ni de l'acteur, parce que l'acteur, faut le dire, hein, Wade Williams est extraordinaire. La réplique qu'il a pendant l'émeute avec T-Bag, là, ouais, effectivement, où il lui dit j'en attendais pas plus de la part d'un fils consanguin, d'une attardée mentale. Voilà, hein, son père a violé sa mongolienne de sœur, et 9 mois plus tard, on l'a vu débarquer, un petit Teddy, avec son vieux rire, là, tu sais, derrière, là. Alors, le mec est sadique au possible, mais Wade Williams, c'était exceptionnel. C'est pour ça que la saison 3 lui rend pas du tout justice, et c'est même tellement triste de voir ce qu'ils en ont fait. Et la saison 4, même si elle lui donne une belle rédemption, c'est pas à la hauteur du personnage. On n'est pas du tout à la hauteur du personnage. Alors, Brad Bellick est quand même plus intéressant que Sarah, hein, mais on n'est pas du tout à la hauteur d'un personnage comme Brad Belbit. À noter que cet acteur joue un démon dans les débuts de Charmed. Oui, ça n'a rien à voir, mais voilà. Fun fact, Johan, je sais pas si t'as vu, et je t'en voudrais pas si tu le vois pas, parce que c'est de la merde, mais dans Venom, il se trouve qu'il y a une scène post-générique où Tom Hardy va voir celui qui jouera Carnage, donc je sais plus comment il s'appelle déjà lui, Woody Harrelson, à la fin, en scène post-générique. Et bah, qui fait le gardien de la prison? Ce bon vieux Wade Williams. Hommage évidemment à Prison Break. Ce qui est très intéressant d'ailleurs dans Venom, c'est qu'ils font des hommages comme ça à des séries télé total random. Il faut savoir qu'aussi qu'il y a un gang de motards, je crois, où à un moment donné, Tom Hardy vole une moto à un mec, et bah, c'est un des gars des Mayans MC dans Sons of. Voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont trop cool, hein, mais en fait, on s'en bat les couilles parce que bah, c'est juste, on sait pas pourquoi ils ont fait ça. Genre, j'ai fait attention à Venom. Bah, moi, ça m'a heurté, mais c'était plus pour le côté Prison Break. Alors par contre, c'est un Wade Williams un peu plus fatigué. C'est limite Wade Williams qui joue Rusard, hein, de Harry Potter en gardien de prison. Mais il est quand même gardien de prison, de la prison où il y a Carnage. Enfin, en tout cas, l'autre qui servira à Carnage. Je me souviens plus comment il s'appelle, et j'en ai de toute façon rien à foutre. Euh, Mais voilà, ouais, non, Brad Belbit, très sérieux protagoniste, mais à une fin qui est pas du tout à la hauteur. Comment ça va, mon Flaco? Dans les gros duels des gens qui sont partis, Sinot a dû sortir à la place de... Bah, en duel contre Abruzzi. Sarah Tancredi va sortir pour Brad Bellick. Est-ce qu'il y a d'autres personnages majeurs qui sont sortis, les gars? Dans le Woufoufou? Non, jusque maintenant, je crois que ça va, hein. Charles Patochik s'est fait sortir. Euh... Si, il y avait Apolsky, Charles Westmoreland s'est fait sortir. Tous les autres tauliers sont là, hein. Et on entame le deuxième tour, messieurs, dames. Là, on va commencer à parler. Alexander Mahon contre Gretchen. Bon, messieurs, dames, je pense que là, la question est vite répondue. On adore Gretchen, on adore ses courbes, mais là, Alexander Mahon étant au moins demi-finaliste, si ce n'est plus, on verra évidemment de comment s'articule le Woufoufou. Nous sommes obligés évidemment de voter pour Alex Mahon, personnage tellement emblématique. Le duel Sinot Abruzzi, ouh, ça va la vie? Ouh, ça va la vie Abruzzi? Ah mais incroyable, incroyable. Non, ça me faisait chier parce que Sinot avait une belle évolution et c'est un super perso. Mais c'est vrai qu'en comparaison, t'as Abruzzi en face, quoi. Non, là, voilà. Belle hanche, mais Mahon gagne. Philly Falzone est contre Brad Belbit. Le seul et unique Brad... Comment tu t'appelles? Je suis Brad Belbit. Comment ça? Brad Belbit. Redis-moi ça. Brad Belbit. Redis-le-moi avec un regard sensuel. Brad Belbit. Bref, je m'agenouille que devant Dieu. Et là, je le vois pas. Philly Falzar. La calzone contre la bite. Philly Falzar contre Brad Belbit. Après, ça devrait pas me faire rire, mais je suis fatigué aussi, hein. Je suis fatigué. Je vais vous raconter une anecdote. Je me suis tapé ce week-end le plus gros... Ça n'a rien à voir. Je me suis tapé ce week-end le plus gros fou rire que j'ai eu depuis des années. Je pense depuis la Golden Shower, mais, mais en pire. Pour un truc à la con, hein.
On était en train d'aller au rancho. J'étais avec des potes. Et alors, mes potes, ils commençaient déjà à être bien. Notamment un. Il commençait déjà à être bien en forme, si je suis tenté de parler en ces termes. Et à un moment donné, j'ai un pote qui me demande si j'ai pas un chewing-gum. Alors moi, grand seigneur, je lui lance le paquet de chewing-gum en passe, tu vois, un petit peu NBA. Et celui qui voulait le paquet ne l'a pas, mais il y en a un autre qui le récupère comme ça d'un coup, là. Je me dis, putain, pas mal le réflexe, t'as le droit de garder le paquet de chewing-gum. Et alors là, j'ai mon pote qui arrive en mode gros Golgoth. Il retourne le mec, comme ça, là, il lui dit, qu'est-ce qui se passe, là? Il prend le paquet de chewing-gum, il bouffe le paquet de chewing-gum de Fridan à même la boîte et il prend c'était un paquet de 12 hein, et il met tout dans sa bouffe et il met tout à l'arrière de la gueule avec l'emballage machin et moi je le sais pas, j'entends juste mes deux potes qui disent bah qu'est-ce qui se passe et je revois mon pote qui est comme ça avec des fridans partout, des bouts de papier qui dépassent et il est là genre qu'est-ce qu'il y a comme ça. J'étais mort de rire, tel la bête féroce, tel l'animal déchaîné. Et je vous jure, j'étais mais au sol. J'étais au sol en mode buffle. J'étais au sol, genre j'étais allongé par terre, mais mort de rire. Lui, du coup, il était parti, il était pas s'allonger dans les fougères, il était plié aussi. On s'est tapé parce que c'était devant le rancho et en fait, il y a des endroits un peu boisés avant. Et on s'est tapé mais une barre, mais un fou rire de 10 minutes d'affilée. Les gens, ils passaient devant, ils se disaient qu'est-ce que c'est que ces deux golements. Mais c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Vraiment. Hein. Et je suis sûr que Philippe Alzar et Brad Belbit, ils auraient rigolé. Bon, bah, Philippe Alzon est bien, mais évidemment, ça vote Brad Belbit. Ah, John Abruzzi face à Link le déluge, Lincoln Burrows. C'est un peu. Au final, ça, c'est un peu. J'ai envie de dire, c'est un peu John Abruzzi contre Flacco. Hein. Moi, franchement, Flacco, je le vois grave comme. Flacco, je le vois grave comme ça aussi, genre en mode buffle. Euh, les crochets. Tu vas résoudre ça comment, Flacco? Les crochets. Tu vas au cinéma, tu fais quoi après? Je vais mettre des crochets. Après lui, le déluge. Après Link, après lui, le déluge. Non, bah, on va mettre John Abruzzi quand même. John Abruzzi, personnage extraordinaire. Obligé de voter pour John. Roy Jerry ou T-Bag? Le tueur et le tué. Accurate, encore une fois. Victoire pour Bagwell. Et pour l'instant, mais les messieurs, dames, les quarts de finale sont plutôt beaux, hein. Ils sont plutôt beaux. Hein. Ah putain, Kellerman contre Schofield. Ah là, il va y avoir un... Là c'est dur. Là, il va y avoir... Roy Jerry est-il passé? Roy Jerry, il a passé un tour, mais là, il est tombé au champ d'honneur. Paul Kellerman contre Michael Scofield. Putain, c'est dur de sortir Michael Scofield, mais j'aimais tellement Kellerman. En même temps, le côté tellement génial de Scofield dans les premières saisons. Mais Kellerman. Hein. Je vais voter Kellerman. J'adore Scofield pour l'écriture et le génie de la série. Mais le personnage, après, m'intéresse moins. Paul Kellerman m'a intéressé de bout en bout. Et je trouve ce personnage tellement riche et intéressant que on est smart ici. On va choisir Paul Kellerman. Scofield, grosse sortie, hein. Grosse sortie quand même pour Michael Scofield qui disparaît dès le deuxième tour. Henry Pop contre Alex. C'est vrai que j'avais bien Alexa Scuderi. Alexa Scuderi contre Henry Pop. Bye bye, évidemment, les avantages plantureux, si j'ose dire, d'Alexa Scuderi, mais ça va voter Henry Pop qui se retrouve en quart de finale. Pas forcément à la surprise générale, parce que c'est mérité, le personnage était intéressant. Ah putain, Marilyn contre Fernando Sucre. Il y a un monde où moi je vote Marilyn. Hein. Mais on va quand même voter Sucre, parce que c'est vrai que Sucre c'est un bon personnage. Mais big dédicace à Marilyn qui a passé un tour et qui de toute façon était dans le classement, parce qu'il faut le dire, Marilyn pour moi c'est le top 20 des meilleurs personnages. Et je l'aime parce que c'est une loot. Voilà. Bon, on vote Sucre quand même, mais, mais Marilyn dans mon cœur, comme toutes les loots. Ah bah Johan, évidemment que j'ai mis Marilyn. Évidemment que j'ai mis Marilyn. On met les loots à, voilà, on met les loots à outrance, à tort et à travers et pour toujours. Hein. Ça c'est normal. Hein. J'aime trop les chats. Fernando Sucre et Nick Savrine ou l'acrobate. Bon bah là il n'y a pas de débat. L'acrobate. On passe au quart de finale et qu'est-ce que ça va être salé?
quart de finale. Franchement, Soul, j'ai tellement hâte du dînatoire chez Renault parce qu'à mon avis, je vais lui demander avant le dînatoire, on va essayer de se faire une raclette en mode dînatoire salé. Ce serait tellement drôle. Genre la raclette fit Renault, j'ai trop hâte. Ça va être exceptionnel. Quart de finale. Alexander Mahon contre Fernando Sucre. Messieurs, dames, on commence à en voir le bout du tunnel et pour l'instant, ça me plaît parce qu'en demi-finale, on peut potentiellement avoir les personnages que j'aime le plus. Hein. Alexander Mahon, ça passe. Ah, John Abruzzi, Paul Kellerman. Là, ça va quand même voter pour Abruzzi. Ça sort pour Kellerman. Mais attention, Kellerman aurait pu arriver en demi-finale. Selon tel ou tel personnage qu'il affrontait. Hein, largement. Là, pour le coup, ce sera quand même Abruzzi. David Alpolskis contre Brad Belbit. Bah, honnêtement, bah, y a un monde où Belbit, il est en demi. Hein. Un duel Kellerman-Mahon, ça aurait été beau, ouais. Pas mal, là. Ouais, non. Là, il y a un petit duel aussi, hein. Mais plus Bellic quand même. Après, en même temps, Bellic, la saison 3, me saoule tellement. Brad Bellic, faut le voir pour la saison 1 et 2. Hein. Vraiment, hein. Le reste, pour moi, c'est pas au niveau du personnage. Twinner, c'est un sans faute. Bah ouais, Twinner, c'est ça. C'est que Twinner, c'est vraiment un sans faute dans l'écriture. Et le personnage, moi, m'a touché. Mais en même temps, franchement, Soul, saison 1 et 2, t'as le choix entre Bellic et Twinner, tu prends qui? David Apolowski avec Brad Belbit. Non, Brad Belbit quand même. Demi-finale pour Brad, même si à mon avis, bon, il y a d'autres personnages qui auraient pu arriver en demi-finale à sa place, mais quand même. Et Henry Pop contre Bagwell. Là, ça vote évidemment Bagwell. Alors, est-ce qu'on aura la finale rêvée? Oui, messieurs, dames, on l'a. Alexander Mahon. Ah putain, là quand même, là je veux les votes des gens, mais ah et si, je sais bien, mais en vrai là, les demi-finales c'est magnifique, hein. Les demi-finales c'est magnifique parce que à l'exception de Bellic, qui aurait peut-être pu laisser sa place à un ou deux autres personnages, on a vraiment les demi-finales parfaites. Abruzzi contre T-Bag et Mahon, on aurait pu le mettre contre Schofield par exemple. C'était les deux demi-finales parfaites. Mais là, John Abruzzi a beau être exceptionnel. Bon, bah, T-Bag passe, évidemment. Et regardez-moi cette finale. C'est, je pense, honnêtement, hein, pour tout fan de Prison Break qui se respecte, n'était-ce pas la finale absolue? Dites-moi, hein, est-ce que c'est pas la finale qu'on aurait balancée si on aurait pu en se disant on fait un oufoufou rêvé, allez, faut mettre ça en finale. Je pense que Alex Mahon contre Teddy Bagwell, bah, au-dessus, c'est le soleil. Hein. Ça vote pour qui dans le chat? Alors, parce que là, pour le coup, il peut y avoir un vrai match. Hein. Ça vote pour qui? Ça vote pour T-Bag ou ça vote pour Mahon? Parce qu'il peut potentiellement y avoir match, là. Il peut y avoir Rix. Hein. Il peut y avoir duel. Je pense. Or, William Kim versus Belbit. Brad Belbit. T-Bag pour la longévité. Ah ouais, en même temps, Mahon, on le voit, saison 2, 3, 4. Ouais, si, c'est vrai, ouais. On en a vu plus, puis c'est vrai que T-Bag est tellement marquant. Bon, bah, moi, de toute façon, vous le savez. Hein. Rien d'étonnant sous le soleil. Victoire de Monsieur Theodore Bagwell, qui gagne donc à la surprise générale ce Woufoufou tournoi des meilleurs personnages de Prison Break. Relativement digeste. Encore une fois, on l'a vu, hein. Il n'y a pas non plus 1 milliard de personnages ultra emblématiques. Hein. Ça se joue surtout sur une grosse dizaine. Je pense qu'on aurait pu faire un top 16 des personnages de Prison Break, mais c'est juste que top 32, ça fait que le live est un peu plus long. On en aura pour une belle heure et demie, là, quand même. Donc, c'est très bien. Et avec une belle victoire, donc, de Teddy Bag. Messieurs, dames, je vous fais des bisous. On se retrouve demain sur Twitch. Demain sur YouTube, il y aura probablement la rediffusion de ce live. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit dispo dès demain. Oui, puis T-Bag, c'est un bon gars, Johan. Au fond, qu'a-t-il fait de mal? À part séquestrer des gens, tuer des gens, violer des jeunes, violer, voilà, le fruit d'un inceste, qu'a-t-il fait de mal? Tu mets la rediff directe? Je mets pas la rediff directe, elle sera demain sur YouTube, Flaco. Mais je la mettrai demain, à mon avis, pour 17h.
Donc, t'auras pas à attendre longtemps, à mon avis, je pourrais la mettre dès demain. On se retrouve demain. Notez bien dans l'agenda, demain, c'est 17h30. Entre 17 et 17h30, si j'arrive un peu plus tôt. Pour le live spécial Alien. Et après, on passera sur Death Stranding. Jeudi, on est en pause. Et après, on passera sur Death Stranding pour le restant de la semaine. Voilà. Et pour ceux qui me retrouvent sur YouTube, eh ben, le prochain live qu'on fera, qui sera en rediff sur YouTube, ce sera la critique de Mac Walter. La semaine prochaine. Il y aura la critique de Mac Walter, le film avec Mr. V qui sort vendredi. Et qu'on fera en critique normalement lundi soir.